Plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle journée en direct du Mondial de l'Automobile de Paris où nous sommes sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers située pavillon 2.2 allée E. Et toutes les heures entre 10h et 16h, suivez notre émission Plein phare consacrée aujourd'hui aux véhicules de plus en plus sûrs. Avec nos invités, nous allons parler de l'actualité de l'automobile. Nous vous emmènerons découvrir les coulisses de ce salon, sans oublier bien sûr notre coup de projecteur quotidien sur quelques-unes des principales stars et nouveautés présentées ici à Paris. Le Mondial de l'Automobile 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le @ ou le hashtag autorouteinfo. À voir également sur notre site toutes les vidéos de notre émission Plein phare présentée par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Et avant de retrouver Stéphane Chabrier et son invité, place à la Minute de l'Innovation. Et avec l'arrivée des énergies alternatives, le moteur thermique n'a jamais fait autant de progrès que depuis qu'il est contesté par sa consommation et ses rejets polluants. Exemple chez Ford avec le moteur EcoBoost, 1 litre, s'il équipe déjà certains véhicules de la marque comme la Focus et bientôt la Fiesta. Ce moteur vient d'être élu moteur de l'année. Les arguments de l'EcoBoost avec Stéphane Cesaro de Ford. C'est un moteur, on est parti d'une feuille blanche pour le concevoir et c'est ce qui fait tout son intérêt, c'est qu'on y a mis en fait tout notre savoir-faire en matière de technologie de motoriste. Donc on offre avec ce moteur un niveau de puissance de 120 chevaux sur le B-Max. On l'a également sur Focus à 125 chevaux associé à une boîte 6 vitesses, ce qui veut dire des rendements qui sont très élevés, mais en même temps on arrive à offrir des consommations très faibles, des émissions de CO2 qui sont faibles également, ce qui rend aussi le moteur essence de nouveau intéressant par rapport au moteur diesel. Comme ce moteur-là est beaucoup moins cher qu'un moteur diesel, je dirais ça aussi, ça amène aussi peut-être à repenser le choix de la motorisation au moment de l'achat de la véhicule. Parce que en termes d'amortissement, il est parfois aujourd'hui plus intéressant de rouler en essence. Il y a des solutions pour permettre de moins consommer et être un peu moins émetteur en CO2 qui ne sont pas uniquement des solutions électriques. Il y a aussi des solutions qui sont encore en améliorant le moteur thermique traditionnel et en même temps ça a aussi une autre vertu, c'est que ce sont des solutions qui sont accessibles et financièrement plutôt intéressantes pour les consommateurs. C'était Stéphane Cesaro, interviewé par Stéphane Chabrier. Et justement, Stéphane Chabrier, bonjour. On va rester avec vous. Bonjour Anne-Sophie. Et nous allons parler des équipements de sécurité des véhicules. Voilà, exactement. Avec Thierry Villemin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur engineering sécurité active chez Bosch. Alors avec vous, on va évoquer la question des équipements de sécurité, et notamment la sécurité active à bord d'une voiture qui a été rendue possible finalement par le déploiement de l'électronique à bord. Oui, merci de signaler que le déploiement de l'électronique a permis de grands progrès au niveau de la sécurité active, dans la mesure où les premières études sur l'ABS, par exemple, datent des années 30 et à l'époque, on ne savait pas produire en grande série ces innovations. Et le développement de ces systèmes dans les années 80 a vraiment été rendu possible grâce à des systèmes électroniques embarqués fiables et peu coûteux. Ça a posé d'ailleurs d'autres problèmes, notamment des kilomètres de fil à bord d'une voiture. Exactement. Donc, par rapport au progrès que ça a pu amener à bord d'une voiture, on a eu donc le premier équipement, c'est l'ABS. Alors, le premier équipement qui est maintenant en série, c'est l'ABS. C'est l'équipement le plus connu. Alors, l'ABS, lui, vise à optimiser la distance d'arrêt et la stabilité en freinage. Donc, on peut freiner en sécurité en courbe. Et maintenant, cet ABS en Europe est en série sur l'ensemble des voitures. Donc on a tendance à l'oublier, mais cet ABS continue à évoluer. Il est toujours plus petit. Maintenant, on a des ABS qui tiennent dans une main, moins chers, plus performants. Et aujourd'hui, on peut même l'adapter sur des 2 roues motorisées. Exactement. On prépare l'introduction en série sur les 2 roues motorisées, ce qui est très très important. On a parlé cette semaine de la réduction de la mortalité en France. On parle de moins de 4000 morts. Et sur ces 4000 morts, on a 1000 morts qui sont des conducteurs, enfin des pilotes de 2 roues motorisées. Donc c'est un problème très très important. Cette catégorie de population de pilotes continue à croître au niveau de l'accidentologie et l'ABS permet d'éviter un grand nombre d'accidents si on arrive à généraliser cet équipement sur les 2 roues motorisées, dans la mesure où l'ABS sur un 2 roues est encore plus efficace que sur une voiture. Si on bloque une roue sur un 2 roues, on tombe, avec les conséquences qu'on imagine. Alors l'ABS a été rendu obligatoire par l'Union européenne sur l'ensemble des voitures. C'est le cas aussi depuis quelques mois pour les systèmes de stabilité, notamment l'ESP.
Voilà, donc l'ABS est en série et depuis début 2012, l'ESP est en série sur les nouveaux modèles de voitures qui sortent en Europe. Donc la législation a poussé dans ce sens-là. Ces progrès ont été rendus possibles également grâce au progrès de ces systèmes au niveau performance, au niveau taille, au niveau coût. Et donc l'ensemble des conducteurs qui achètent une nouvelle voiture, on peut prendre l'exemple en France de la 208, de la Clio, voire de la nouvelle Logan, sont équipés d'ESP maintenant. Alors, est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs comment cela fonctionne? Alors, l'ESP est un système, c'est vraiment un système fabuleux. Ça permet, au niveau impact, d'économiser énormément d'accidents. On parle de l'invention la plus importante depuis la ceinture de sécurité. Alors, comment ça fonctionne? L'ESP vise à optimiser le comportement du véhicule. Par exemple, je suis dans un virage, je passe sur une plaque de glace, mon véhicule va avoir tendance à déraper. L'ESP va automatiquement remettre mon véhicule dans la bonne trajectoire et empêcher la toupie, voire plus. Donc, d'ailleurs, on peut en profiter pour le rappeler, il ne faut pas déconnecter le système ESP sur une chaussée humide ou glissante? Alors, merci de me donner l'opportunité de le rappeler. Effectivement, il y a pas mal de choses qui courent à ce niveau-là. L'ESP comprend un système anti-dérapage, comme on vient de parler, comprend également l'anti-blocage et également un système anti-patinage. Et ce système anti-patinage vise à empêcher le patinage des roues à l'accélération, au démarrage. Dans certaines situations, neige profonde, sable, il peut être plus intéressant de faire glisser un peu ces roues. Et le bouton que l'on trouve dans la plupart des voitures a pour but de donner la possibilité au conducteur, dans des conditions bien spécifiques, de démarrer mieux en faisant un petit peu glisser ses roues. Mais dans aucun cas, il ne faut déconnecter la fonction contrôle de trajectoire sur basse adhérence, donc sur glace ou sur neige, puisque c'est là où on va utiliser au maximum ce système. Alors, les systèmes de sécurité active se déploient dans le véhicule. Est-ce que cela veut dire que l'électronique prend le contrôle dans la voiture ou est-ce que c'est encore le conducteur qui a le contrôle? Alors, l'électronique ne prend pas le contrôle. On a tendance chez Bosch à parler pour ces systèmes d'ange gardien. Donc, ces systèmes doivent être là. Et avec un ange gardien, il ne faut pas aller chercher les limites. Il ne faut pas aller tenter le diable avec un ange gardien. Le conducteur doit vraiment garder le contrôle, savoir respecter les distances de sécurité, connaître la route, connaître l'état de la route, connaître l'état du trafic, mais en aucun cas, le conducteur ne doit se reposer entièrement et il doit garder toute sa vigilance. Et demain, quels sont les nouveaux équipements qui sont appelés à se déployer, les équipements de sécurité active, bien entendu? Alors, les principaux systèmes qui vont se déployer et qui commencent à se déployer très rapidement sont les équipements qui vont lier l'ESP. On a vu que cet ESP était en série maintenant sur les nouveaux véhicules. On va coupler cet ESP avec des capteurs déjà embarqués, par exemple caméra ou radar, caméras qui peuvent être là pour des fonctions de confort, reconnaissance de panneaux, allumage automatique des phares. En couplant ces deux systèmes, on va chercher à apporter de la sécurité supplémentaire. On va essayer de réaliser le 1 + 1 = 3, même si ce n'est pas très mathématique. Et à titre d'exemple, on peut parler des freinages d'urgence automatiques que permettent de réaliser ces systèmes, qui sont très très efficaces, qui pourraient éviter 3/4 des accidents de collision arrière. Et ces systèmes sont en train de se généraliser non seulement sur le haut de gamme. On a sorti chez Bosch ces systèmes sur une Audi A8 en 2010. Mais maintenant, on voit ces systèmes proposés, y compris sur des véhicules de segment B, comme la nouvelle Fiesta. Alors, un dernier mot peut-être sur le surcoût éventuel de ces équipements. On sait qu'en cette période de crise, les consommateurs sont un petit peu réticents à mettre un peu plus d'argent dans une voiture, y compris même si elle est mieux équipée. Alors, quel est le prix, quel est le surcoût de ce type de système ? Alors, le surcoût de ce type de système est relativement faible. Vous voyez le coût de l'électronique grand public embarqué. Aujourd'hui, pour ce qui est ABS et ESP, il a été rendu compatible avec la mise en série, y compris sur des voitures dites low cost. Aujourd'hui, ces capteurs supplémentaires comme caméra et radar sont effectivement très sophistiqués, mais sont en train de se déployer massivement, donc leur prix baisse et commence à devenir accessible. Mais on n'est pas obligé d'utiliser des capteurs sophistiqués. Chez Bosch, on a sorti par exemple un système relativement simple de détection d'angle mort basé sur les capteurs ultrasons qui servent au parking. Ces capteurs ultrasons qu'on a multipliés, sur lesquels on a ajouté un peu de soft, permettent de créer une fonction de sécurité très peu coûteuse. Merci Thierry Villehumain. Et on va retrouver tout de suite l'actualité trafic du côté de Chambéry.
Avec un véhicule en panne sur les voies de l'autoroute A43 en direction de Lyon. Après la sortie Les Abrets, la sortie numéro 10 au kilomètre 60. Ce véhicule est sur la bande d'arrêt d'urgence, mais il dépasse sur la voie la plus à droite. Donc pensez à plutôt serrer à gauche à l'approche de ce kilomètre 60 sur la 43. C'est en Isère et en direction de Lyon. Une info évidemment sur laquelle on reviendra sur Autoroute Info. Merci beaucoup Stéphane. On va tout de suite terminer cette émission avec le coup de klaxon de la rédaction. Et le mondial de l'automobile est parfois surprenant. Au milieu des voitures et des prototypes, Stéphane Chabrier y a fait une découverte de plusieurs véhicules d'un autre âge. Les explications de Jean-Claude Assio, président de l'association du musée du poids lourd. D'une part, ce sont des véhicules très anciens, et d'autre part, c'est des véhicules vraiment spécialisés. Alors, il s'agit de quoi donc finalement? Des utilitaires? C'est uniquement des utilitaires. Des utilitaires un peu spécifiques puisque on a en premier lieu une balayeuse de 1925, une balayeuse Lafly, qui sort de restauration et qui est très rare. Il y en a à peu près 3 en France qui restent. Il y a également un camion de pompiers, voire un camion militaire. Oui, alors on va tout voir, on se déplace. C'est le véhicule du service d'incendie du château de Versailles. Et c'est un 2 laits 6 cylindres, magnifique. Il roulait à quelle période? Il roulait entre 1925 jusqu'à la fin de la guerre dans le service d'incendie. Et en parlant de guerre justement, juste à côté, un véhicule militaire? Oui, tout à fait. Il est très rare aussi. C'est un 2 Dion-Bouton de 1917. Alors, quelle idée d'être présent avec des véhicules d'époque lors du mondial de l'automobile qui fête les nouveaux véhicules, voire les véhicules de demain. Oui, nous avons fondé notre association en 1981, donc il y a plus de 30 ans. Et à l'époque, Jean Pinard, qui était le président de la Chambre syndicale de l'industrie automobile, a accepté d'être notre parrain et notre président d'honneur. Et à ce titre, il nous a toujours mis à disposition une place au Salon de l'Automobile pour promouvoir justement le patrimoine technique du camion. Voilà comment, depuis 30 ans, même si elle n'a rien à vendre ou à revendiquer, l'association du musée du poids lourd a sa place réservée lors du mondial de l'automobile. Cela valait bien un coup de cœur. Prochain rendez-vous à 11h pour la suite de notre émission Plein Phare consacrée aux véhicules de plus en plus sûrs. Et nous retrouvons Florent Collonges en direct du stand de Volvo. Cette émission a été réalisée par Alexandre Bardet avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro.